Après la naissance prématurée de mon bébé, j'ai envoyé un message au groupe de discussion familiale. Nous sommes en néonat, priez pour nous s'il vous plaît. Il était 2 heures du matin et j'étais assise, seule, dans une salle de l'hôpital réservée pour tirer son lait. L'air sentait l'antiseptique et le café réchauffé, et le seul bruit était le bourdonnement mécanique de la machine. Je m'appelle Lorraine et j'ai 34 ans. Mon fils, Léo, était un étage en dessous de moi, en unité de soins intensifs néonatales, luttant pour sa vie. Il était arrivé à seulement 27 semaines, un minuscule oisillon de 935 grammes. J'étais épuisée, terrifiée, et j'avais désespérément besoin de ma famille. Mes mains tremblaient lorsque j'ai envoyé un message sur notre groupe de discussion familiale de Boston, obsédé par l'image, Léo passe une nuit difficile. S'il vous plaît, priez simplement pour lui. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était ma tante Rebecca, la matriarche de notre famille. Ce n'était pas un message. C'était une photo d'elle, souriante, en robe de bal sur une scène, la pose parfaite. La légende disait, si fière de représenter notre famille au gala de la fondation de l'hôpital pour enfants. Générosité. Avez-vous déjà vécu une situation où votre plus grande crise a été ignorée, ou pire, utilisée comme une opportunité de photo par les personnes qui étaient censées se soucier le plus de vous? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Cette photo, ce n'était pas juste une réponse déplacée. C'était un message. C'était le symptôme de toute ma vie avec eux. Voyez-vous, dans ma famille, nous n'étions pas seulement une famille. Nous étions une institution, un nom de la vieille bourgeoisie de Boston, obsédée par le pédigré, la philanthropie, par-dessus tout, l'image. Nos vies étaient dirigées depuis l'impeccable bureau aux boiseries d'acajou de la fondation familiale, et sa PDG non officielle était ma tante Rebecca. Rebecca, la sœur aînée de ma mère, avait pris les rênes après le décès de maman. Elle n'était pas chaleureuse. Elle était efficace. Elle gérait la réputation de la famille comme un faucon. Et tout ce qui ne cadrait pas avec le récit d'une famille parfaite, charitable et forte était, eh bien, un problème à gérer. Mon mari Ryan, un architecte, était un parti idéal. Il avait du succès. Il était élégant en costume. Il était approuvé. Mais ma carrière, c'était une source de gêne discrète. Je suis rédactrice de demandes de subventions. Je travaille pour des organisations à but non lucratif désorganisées, celles qui traitent de la toxicomanie, du sans-abrisme, des violences conjugales, le genre de problème que la fondation de Rebecca préférait résoudre à distance, avec un gros chèque très médiatisé. Pas en se salissant les mains. Lorraine est la sensible de la famille, disait Rebecca lors des dîners de famille, ce qui était une façon de dire instable et un peu décevante. Mon plus grand échec à leurs yeux était ma difficulté à fournir le prochain héritier. Ryan et moi avions essayé pendant des années. Nous avions subi 2 fausses couches dévastatrices. Chaque fois, la réaction de la famille était silencieuse, clinique. C'étaient des événements malheureux, des affaires privées à cacher, comme si mon chagrin était un inconvénient social. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de Léo, la réponse de Rebecca fut un mince sourire. Eh bien, espérons simplement que tu sauras rester calme cette fois-ci, ma chère. Pour le bien du bébé. C'est pourquoi le silence après la naissance de Léo était si assourdissant. La césarienne d'urgence, la terreur de le voir naître à 27 semaines. C'était mon échec ultime. C'était désordonné. C'était dramatique. C'était tout ce que notre famille n'était pas censée être. Et cette photo de Rebecca n'était pas un simple oubli. C'était une déclaration. Je suis à un gala, projetant la force de notre famille. Tu es dans un hôpital, projetant la faiblesse. Reprends-toi en main. J'ai su à ce moment-là que j'étais complètement et absolument seule. Ces premières semaines se sont transformées en 5 semaines. 5 semaines angoissantes d'isolement total. Mon monde s'est rétréci à la taille de la couveuse de Léo. L'unité de néonatologie est une planète étrangère. Elle a son propre langage, sa propre gravité. On apprend à parler en grammes et en millilitres. On apprend à lire le moniteur cardiaque pour savoir quelles alarmes signifient, il oublie juste de respirer, et lesquelles signifient, cours. Léo était si petit. À peine 900 grammes.
Sa peau était comme du papier. Je restais assise près de sa couveuse 12 heures par jour, à lui lire des livres. J'étais censée lui faire la lecture dans sa chambre d'enfant à la maison, et le silence de ma famille était assourdissant. J'envoyais des nouvelles sur le groupe de discussion. Léo a pris 20 grammes aujourd'hui. Il n'est plus sous respirateur, mais sous CPAP. Mon père, Richard, répondait par un simple emoji pouce levé. Ma belle-mère, Brenda, rien. Ryan était mon rock, mais il devait retourner travailler pour que nous conservions notre assurance. Il venait le soir, épuisé, et nous nous asseyions près de la couveuse de Léo en nous tenant la main. Deux fantômes au milieu des machines. Le seul véritable soutien que j'avais venait d'inconnus. Dans la salle où je tirais mon lait, j'ai rencontré d'autres mères vivant le même cauchemar. Nous formions une petite sororité de femmes brisées et épuisées. Nous avons créé notre propre groupe de discussion. Nous célébrions quand un bébé prenait enfin un biberon. Nous pleurions quand un autre avait une rechute. Ces femmes, ces inconnus, sont devenues ma vraie famille. Un après-midi, je parcourais les réseaux sociaux pendant une rare pause et je l'ai vue. Une photo postée par un cousin. Mon père, ma belle-mère, ma tante Rebecca, tous riant, trinquant lors d'un match de polo dominical. La légende disait, magnifique journée en famille. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Leur vie continuait, tout simplement. Des matchs de polo, des dîners, des concerts. C'était comme si je n'avais jamais existé. Comme si mon fils, luttant pour sa vie dans une boîte en plastique, n'était qu'un désagrément qu'ils avaient réussi à effacer de leur parfaite vie de Boston. J'ai arrêté d'envoyer des nouvelles au groupe de discussion. J'ai juste arrêté. La question qui me rongeait n'était pas « Mon fils va-t-il survivre ?» mais « Pourquoi ? Pourquoi me déteste-t-il autant ?» Je ne pouvais pas comprendre comment des gens pouvaient être aussi cruels. Je n'avais aucune idée que la cruauté ne faisait que commencer. C'était la fin de la 5e semaine. Léo était stable. Mais en néonat, stable, signifie juste que la crise n'est pas en train de se produire en ce moment. J'étais à la cafétéria de l'hôpital, remuant une tasse de café infect, les yeux brûlants de fatigue. Cet endroit était ma nouvelle maison, remplie des mêmes internes à l'air fatigué et de l'odeur de pâtes réchauffées. Je m'étais installée dans ce rythme engourdi et douloureux. Réveil. Tirer mon lait. Conduire jusqu'à l'hôpital. M'asseoir près de la couveuse. Tirer mon lait. Parler au médecin. Tirer mon lait. Rentrer à la maison. Dormir 3 heures. Recommencer. Ryan et moi nous croisions à peine. Ma famille, elle, avait tout simplement disparu. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Ryan, et il a tout simplement explosé. L'écran s'est illuminé comme un sapin de Noël. 73 appels manqués, des dizaines de SMS, tous de mon frère, Ethan. Mon cœur ne s'est pas seulement emballé. Il martelait contre mes côtes. 73 appels. Ce n'est pas prendre des nouvelles. C'est que quelque chose est arrivé. Mes doigts tremblaient si fort que je pouvais à peine déverrouiller le téléphone. J'ai ouvert son dernier message, envoyé quelques secondes auparavant. Tout en majuscules. Lorraine. Réponds. C'est tante Sharon. Elle est au Mass Général. C'est grave. Tante Sharon. L'autre sœur de ma mère. La tante mise de côté. Celle que Rebecca avait toujours écartée. Le monde a basculé. Je suis sortie en courant de la cafétéria, mon sandwich à moitié mangé oublié, et je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Lorraine, où étais-tu ? Ça fait des heures que j'appelle. Sa voix était tendue. Frénétique. Il est journaliste. Il n'est jamais frénétique. Je suis là, Ethan, je suis à l'hôpital. Mon téléphone était en silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-il arrivé à tante Sharon ? Il y eut une lourde pause. Le son d'un haut-parleur d'hôpital en arrière-plan de son appel. Elle a eu un AVC massif ce matin, dit-il, la voix brisée. C'est grave, Lorraine. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir.
Je me suis appuyée contre le mur, le carrelage froid pressant contre mon dos. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un est avec elle? Tout le monde est là, dit Ethan. C'est pour ça que j'appelle. Tout le monde est au mas général. Papa, Brenda, Rebecca, tout le monde. Et écoute, papa demande pourquoi tu n'es pas là. Il est vraiment blessé que tu ne sois pas venu. Je n'arrivais pas à assimiler ses paroles. C'était comme s'il parlait une autre langue. Un rire amer et froid s'est échappé de ma gorge. Ça ressemblait à un aboiement. Il est blessé? Il est blessé que je ne sois pas là? Lorraine, quoi? Oui, ta tante est. Ethan, les yeux coupés, ma voix dangereusement calme. Où était-il, lui? Où étaient-ils tous? Personne n'est venu ici depuis 5 semaines. J'ai un fils en soins intensifs néonatal et pas une seule personne n'est venue. Ni papa, ni Brenda, ni Rebecca, personne. Pas un appel, pas une visite, rien. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Je pouvais juste l'entendre respirer. Assimiler. Finalement, il a dit, sa voix complètement changée. La panique avait disparu, remplacée par une confusion froide et nette. De quoi tu parles? Ce n'est pas possible. Si, Ethan. J'ai été seule. Mais Lorraine, tante Rebecca nous a dit qu'elle coordonnait des repas pour toi. Elle a dit qu'elle te rendait visite, qu'elle restait avec Léo pour que tu puisses te reposer. Elle a dit que tu étais complètement dépassé et que tu avais dit à tout le monde que tu ne voulais aucune visite. Elle a dit qu'elle s'occupait de tout. Ethan est venu à l'unité de néonatologie le lendemain. Il est journaliste, donc il est formé pour être sceptique, pour creuser. Mais quand il s'est tenu au-dessus de la couveuse de Léo, tout cela a fondu. Je l'ai regardé se frotter les bras à vif pendant 3 minutes complètes, comme les infirmières vous le disent. Il avait l'air terrifié de ne serait-ce que respirer près de son neveu. Oh, Lorraine, a-t-il murmuré, en regardant ce petit combattant de 900 grammes. Il est parfait. Je n'arrive pas à croire. Il n'a pas pu finir sa phrase. Il a juste passé un doigt à travers le hublot de la couveuse et a doucement touché le pied de Léo. Après quelques minutes, je l'ai conduit dans la salle familiale grise et sans fenêtre. J'ai parlé à papa, dit-il, la voix plate et dure. Le journaliste était de retour. Je suis allé chez eux hier soir après avoir quitté le mas général. Je lui ai posé la question sans détour. J'ai juste attendu. C'est bien pire que ce qu'on pensait, Lorraine. Ce n'était pas juste Lorraine a besoin d'intimité. Elle a mené une politique de la terre brûlée. Je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'elle a fait, Ethan? Il a passé ses mains dans ses cheveux. Elle a dit à papa que tu souffrais d'une grave psychose postpartum. Elle lui a dit que les médecins de l'hôpital s'inquiétaient pour toi, qu'ils avaient conseillé une interdiction totale des visites pour ta propre stabilité mentale. Elle lui a dit que tu étais instable. Un danger pour toi-même et peut-être même pour Léo. L'air a quitté mes poumons. C'était un coup physique. Elle a dit quoi? Elle a utilisé ta dépression après les fausses couches comme preuve, continua Ethan, la voix chargée de dégoût. Elle a dit à papa que tu étais fragile et que tu n'avais pas toute ta tête. Elle l'a convaincu qu'en restant à l'écart, il te protégeait. Qu'il suivait les ordres des médecins. J'ai tout vu dans cet horrible instant de clarification. Les émojis pouces levés, le silence. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était un mensonge clinique, malveillant, calculé. Elle m'avait dépeinte comme une nouvelle mère folle et hystérique pour contenir l'embarras familial, pour garder intacte l'image de la famille parfaite. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris pourquoi. C'est une tactique de contrôle psychologique classique. On appelle ça être un gardien narcissique, narcissistic gatekeeper. Rebecca avait construit toute son identité autour du fait d'être le centre de gravité de la famille. Elle a créé un système en étoile où toutes les informations devaient passer par elle. En contrôlant la communication, elle contrôlait la famille. Elle ne m'a pas seulement isolée. Elle a isolé tout le monde de moi.
Il ne suffisait pas que je sois la sensible. Il fallait qu'elle me dépeigne comme l'instable, car cela renforçait sa propre position de matriarche stable et capable. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était une manœuvre froide et systématique pour maintenir le pouvoir. Elle protégeait la fondation. Le nom de la famille. Ma souffrance n'était pas une tragédie pour elle. C'était un passif. Elle gaslight toute notre famille depuis des années, dit Ethan comme s'il lisait dans mes pensées. Je ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant. J'ai regardé mon frère, et le brouillard de chagrin et de confusion dans lequel j'étais depuis 5 semaines s'est enfin dissipé. Il a été remplacé par quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Organise un appel, Ethan, ai-je dit. Quoi? Organise un appel vidéo avec eux tous. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il voie mon fils. Et je veux voir son visage quand je lui poserai la question. Ethan a organisé l'appel pour ce soir-là. Il a utilisé son ordinateur portable, l'installant dans la petite salle familiale beige juste à l'extérieur des portes de l'unité de néonatologie. Mes mains étaient stables. La femme qui avait pleuré jusqu'à s'endormir pendant 5 semaines avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. Quelqu'un qui se sentait froide, clinique. Ethan a cliqué sur le bouton d'appel. Une seconde plus tard, leurs visages sont apparus à l'écran. Ils étaient tous là, entassés dans la chambre d'hôpital de Tante Sharon au Mass Général. Mon père Richard, son visage paraissant 10 ans de plus. Ma belle-mère Brenda, se tordant les mains. Et à l'arrière, les bras croisés, se tenait tante Rebecca, son expression soigneusement neutre, comme une PDG observant une négociation hostile. Lorraine, commença mon père, la voix épaisse et tremblante. Lorraine, Ethan nous a dit. Nous n'avions aucune idée. Nous. D'abord, dis-je, et ma voix était si froide qu'elle m'a surprise moi-même. Regardez-le. J'ai pris l'ordinateur portable et j'ai fait les quelques pas jusqu'à la grande fenêtre d'observation de l'unité de néonatologie. J'ai incliné la caméra vers la minuscule couveuse dans le coin, vers les lumières bleues de la photothérapie, vers le nid de fil. C'est ton petit-fils, papa. C'est Léo. Il a 5 semaines. Il pèse 935 grammes. Et pendant 5 semaines, il s'est battu pour sa vie. Seul. Et vous? Vous avez cru un mensonge. Vous avez cru que j'étais folle parce que c'était plus facile que de décrocher le téléphone et de m'appeler vous-même. Le visage de mon père s'est effondré. Il a mis sa tête dans ses mains. Brenda sanglotait ouvertement. Mais la voix de Rebecca a percé le silence. Aiguë, impatiente et en colère. Lorraine, tu fais une crise d'hystérie, lança-t-elle sèchement. C'est exactement le genre de drame que nous essayons d'éviter. Tu étais instable. Tu es instable. Nous respections les souhaits des médecins. Les souhaits des médecins? Dis-je en retournant la caméra vers mon propre visage. Où tes souhaits, Rebecca? Tu n'as jamais parlé à un médecin. Tu n'es jamais venu ici. Tu n'as jamais passé un seul appel. Je protégeais cette famille. A-t-elle rétorqué, son masque de sang-froid se fissurant enfin. Je protégeais ton père de tes crises émotionnelles. Quelqu'un devait gérer la situation. Gérer? J'ai presque ri. C'est ce que tu faisais au gala de l'hôpital pour enfants? C'était ça, gérer la situation? Dis-moi, comment tu t'es sentie, Rebecca, sur cette scène, en acceptant les applaudissements pour ta générosité? Je me suis penchée près de la caméra, et toute la pièce est devenue silencieuse. Comment t'es-tu sentie en sachant que mon fils était sous respirateur à seulement quelques kilomètres de là? Tu n'as pas seulement menti. Tu as joué un rôle. Tu as utilisé la crise de mon fils comme un accessoire pour ta réputation. Tu n'as pas protégé cette famille. Tu as protégé ton image. Mon père a levé les yeux écarquillés, d'abord vers moi, puis se tournant lentement pour regarder Rebecca. Le choc sur son visage n'était plus seulement de la culpabilité. C'était de la compréhension. Il la voyait enfin. Le visage de Rebecca, pour la première fois de sa vie, était pâle de rage et de peur. Elle avait été démasquée. Elle a ouvert la bouche,
mais aucun son n'en est sorti. Elle était réduite au silence. Et dans ce silence, j'ai enfin trouvé toute la paix dont j'avais besoin. J'ai tendu la main et j'ai mis fin à l'appel. Les retombées de cet appel ne furent pas bruyantes. Ce fut un silence assourdissant et lourd. Le lendemain matin, mon père, Richard, et ma belle-mère, Brenda, attendaient devant les portes de l'unité de néonatologie quand je suis arrivée. Ils avaient l'air anéantis. Mon père, que je n'avais jamais vu autrement qu'en costume impeccable, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges. « Lorraine, commença-t-il, la voix épaisse. Nous sommes venus rencontrer notre petit-fils. » Il n'y avait aucune excuse, aucune justification, juste une honte profonde et immense. J'ai hoché la tête une fois et je les ai conduits à l'évier. Ils se sont frottés les bras pendant 3 minutes complètes, tout comme Ethan. J'ai regardé mon père, cette figure puissante de Boston, se tenir au-dessus de la couveuse de Léo. Et pour la première fois, j'ai vu l'homme, pas l'image. Il n'était qu'un grand-père rempli de regrets. « Il est magnifique, Lorraine », murmura Brenda, les larmes coulant sur son visage. « Il est parfait. » Ce n'était pas une réparation. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Désormais, notre relation sera bâtie sur la vérité, leur ai-je dit plus tard. Pas sur l'image. Ou elle ne sera pas bâtie du tout. Mon père a simplement hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais Léo. Après 10 longues et épuisantes semaines, Léo est rentré à la maison. Il était encore minuscule, à peine 2,2 kilos, mais c'était un battant. Environ une semaine après son installation, l'interphone de notre appartement a sonné. C'était tante Rebecca. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de message. Elle était juste apparue. « Lorraine, ma chérie, ouvre-moi », sa voix crépita à travers le haut-parleur. J'ai un petit quelque chose de la fondation à mettre de côté pour Léo. J'ai regardé Ryan, qui tenait notre fils endormi. Je me suis dirigée vers l'interphone. Mes mains étaient stables. Nous n'avons pas besoin d'un don, Rebecca. Le silence fut immédiat. Pardon. Sa voix était sèche. Insultée. Je suis ta tante. Je suis de la famille. Laisse-moi entrer. J'ai appuyé sur le bouton une dernière fois. Ma voix était claire et définitive. Non, Rebecca, tu es une parente. Ma famille est à l'intérieur de cette maison. Tu n'es pas la bienvenue ici. J'ai coupé la communication. Elle a sonné encore et encore, puis elle est partie. Nous avons célébré le premier anniversaire de Léo dans notre petit appartement. C'était bruyant, désordonné et plein d'amour. Mon frère Ethan était là, tenant Léo comme un trophée. Ma tante Sharon, celle qui avait été mise de côté, maintenant rétablie et souriante, lui racontait des histoires. Mes 3 amies mamans de la néonat, les femmes qui étaient devenues mes sœurs dans cet endroit stérile et terrifiant, étaient là avec leur propre bébé miracle. Et mon père et Brenda étaient là. Ils ne monopolisaient pas l'attention comme avant. Ils étaient juste là, présents, discrets. Mon père était par terre, aidant Léo à déballer un cadeau. J'ai regardé ce groupe, ce patchwork de personnes, et j'ai réalisé ce que j'avais appris. On nous enseigne à tous que la famille est une obligation inconditionnelle, que les liens du sang sont tout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une obligation. C'est un titre. C'est un titre qui doit se mériter par l'amour, le respect et les actes. S'éloigner d'un parent toxique n'est pas un acte d'échec. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte courageux d'autoprotection. C'est le moment où vous décidez enfin que vous et votre nouvelle petite famille méritez la paix plus que vous ne méritez cette douleur. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que le mot « famille » signifie pour vous? Qui est votre famille de cœur, celle qui a été présente quand ça comptait le plus? S'il vous plaît, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous.